Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Al24 News pour cette nouvelle édition de l'information, une édition spéciale, comme vous le savez, dédiée à la crise ukrainienne et à cette offensive de la Russie en terre ukrainienne qui se poursuit donc. Sans plus tarder, nous entamons ce journal par cette nouvelle déclaration du président russe Vladimir Poutine. Il a ordonné à ses chefs de la défense de mettre des forces de dissuasion nucléaire du pays en état d'alerte maximale. Poutine qui pointe du doigt les hauts responsables des principaux pays de l'OTAN qui autorisent des déclarations agressives contre la Russie. Je vous propose de l'écouter. J'ordonne au ministère de la Défense et au chef d'état-major de mettre les forces de dissuasion de l'armée russe en régime spécial d'alerte au combat. Et le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, affirme que l'armée ukrainienne utilise des munitions au phosphore, ce qui est en principe interdit par le 3e protocole de la Convention des Nations Unies sur les armes inhumaines de 1980. On l'écoute. Les unités des forces armées ukrainiennes qui tentent désespérément de repousser une offensive d'un groupe de soldats des forces armées russes ont commencé à utiliser massivement des munitions remplies de phosphore dans les banlieues de Kiev. Elles utilisent des obus de 122 mm, les lance-roquettes de fabrication soviétique. L'utilisation de ces munitions est interdite par le 3e protocole de la Convention des Nations Unies sur les armes humaines de 1980. Et la Russie continue donc son avancée en terre ukrainienne. Pour parler de l'évolution sur le terrain, nous rejoint notre journaliste Sofiane Baroudi. Bonsoir Sofiane. Bonsoir Léa. Alors, avant de parler de l'évolution sur le terrain de façon générale, certains médias parlent de l'Ukraine comme étant un petit pays, alors que déjà sur le plan géographique, il est le 2e plus grand pays de l'Europe après la Russie. Effectivement, Léa, il y a un peu une construction sur l'Ukraine qui est en train d'être échafaudée, un peu galvaudée. C'est-à-dire que déjà, premièrement, l'Ukraine, en plus d'être l'un des plus grands pays d'Europe, voire le plus grand, est aussi un pays très industrialisé et aux traditions scientifiques, mais aussi militaires, bien enracinées, c'est-à-dire les traditions de l'ex-Union soviétique. L'armée ukrainienne, contrairement à ce qui est relayé, notamment dans certains médias occidentaux, est une armée puissante, respectable et qui dispose de matériel assez sophistiqué, de matériel d'origine russe, mais aussi de matériel fourni par les alliés occidentaux, notamment par les États-Unis. Je citerai par exemple la profusion des fameux missiles Stinger, qui sont des missiles antiaériens assez connus historiquement pour avoir été l'une des causes de la fameuse défaite soviétique dans le bourbier afghan. Et donc, rajouter à ça, l'Ukraine est économiquement un poids lourd, notamment dans le continent européen, sur certains secteurs assez stratégiques. Je citerai par exemple le blé, la métallurgie aussi, le bassin du Donbass est un bassin très industrieux, métallurgie aussi, le charbon et le transit, bien sûr, de l'énergie gazière qui provient de Russie, mais pas seulement, en général du Caucase. Très bien. Passons à présent à l'avancée des troupes russes sur le terrain. Où en sont les opérations en ce moment, Sofiane? Déjà, il faut savoir que ce qui se passe actuellement en Ukraine et plus généralement en Europe de l'Est ressemble un peu à un scénario de conflit de très haute intensité. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fronts qui sont engagés. Les fronts se comptent par centaines. Les combats sont très animés. On va dire que les combats sont même très, très intenses. Les principaux axes sont le Donbass, c'est-à-dire le bassin qui compte Donetsk comme principale ville, mais aussi Lugansk, mais pas seulement. Le Donbass, où on a connu une guerre de basse intensité, ou plutôt une guerre de position qui a duré pendant 7-8 ans. Et cette guerre de position se transforme actuellement en guerre de mouvement. Donc les forces russes appuient les forces armées des républiques autonomes de Lugansk et de Donetsk. Elles les appuient par différents procédés, par des couvertures aériennes, mais pas seulement. Mais il y a une résistance très, très acharnée. À l'heure actuelle, l'armée ukrainienne contrôle toujours une grande partie du Donbass. Et dans l'objectif de contrôle du Donbass, la Russie, enfin les forces russes, intensifient leur attaque sur une ville clé qui est la ville de Kharkiv,
qui est la capitale économique de l'Ukraine et une grande ville de l'Est ukrainien, où les combats font rage. Et pour un peu schématiser, on va dire que les combats commencent par des combats aériens et finissent par des combats au corps à corps dans les rues de Kharkiv actuellement. Il y a aussi un autre axe d'avancée qui est l'axe depuis le sud, c'est-à-dire depuis la Crimée. La Crimée qui a été rattachée au territoire russe en 2014. Et le front du sud, notamment depuis Dniepr et Kherson, connaît une forte avancée des forces russes qui sont bien basées en Crimée. L'objectif étant de priver éventuellement l'Ukraine de l'accès à la mer Noire, notamment à travers le contrôle de la principale ville sur la mer Noire ukrainienne qui est Odessa. Très bien. Je vous interromps, Sofiane. Nous avons reçu à l'instant une information du ministère des Affaires étrangères, ministère algérien des Affaires étrangères, qui ont recensé un mort, un Algérien, ressortissant algérien, dans la ville de Kharkiv. C'était donc hier soir. Le ministère des Affaires étrangères qui tente de tout faire pour rapatrier tous nos ressortissants algériens. Donc, je reviendrai vers vous tout à l'heure, Sofiane, dans quelques instants. Nous allons justement nous intéresser à ces pourparlers proposés par Moscou, refusés dans un premier temps par Kiev. La présidence de l'Ukraine a indiqué en ce début d'après-midi avoir accepté des pourparlers avec la Russie. Ces derniers se dérouleront selon la présidence ukrainienne, bien sûr, à la frontière avec la Biélorussie, près de Tchernobyl. Plus exactement, une décision après une médiation du président biélorusse Alexander Loukachenko. Safouane Ben Sabri. Alors que l'opération militaire russe en Ukraine poursuit son cours pour le 4e jour consécutif, une éventualité de pourparlers entre Kiev et Moscou semble encore possible. Le Kremlin a d'abord proposé comme ville de rencontre la ville de Gomel en Biélorussie, à l'intersection entre les 3 frontières russes, ukrainiennes et biélorusses. Alexandre Loukachenko a assuré au président ukrainien Volodymyr Zelensky que les avions, hélicoptères et missiles déployés sur le territoire du Bélarus resteraient au sol pendant l'arrivée, les négociations et le départ de la délégation ukrainienne. La proposition a été immédiatement rejetée par le président ukrainien, jugeant que la Biélorussie n'était pas un pays neutre. Zelensky a ajouté que l'Ukraine était prête à accepter des négociations dans n'importe quelle autre ville ne se trouvant pas en Biélorussie. Kiev a cependant déclaré dimanche avoir accepté des pourparlers avec la Russie, avec pour lieu la région frontalière avec la Biélorussie. La présidence ukrainienne s'est déclarée prête à rencontrer la délégation russe sans fixer de conditions préalables dans la région de la rivière du Pripyat, près de Tchernobyl. Aucune date n'a pour autant été fixée. Vladimir Poutine a lui déclaré qu'une délégation russe était déjà présente à Gomel en Biélorussie. Les deux parties s'accordent donc pour dialoguer et négocier. Reste à fixer la date et le lieu. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s'est adressé il y a quelques instants dans une autre déclaration, une conférence de presse, qui ne croit pas trop à un résultat de ces pourparlers. L'Ukraine veut tout de même essayer de négocier avec la Russie. Alors, à présent, je reviens vers Sofiane Barodi, notre journaliste spécialisé, on va dire, en questions internationales. Alors, selon la présidence ukrainienne, des pourparlers pourraient donc avoir lieu près de la frontière biélorusse. La question que j'ai envie de vous poser, Sofiane, c'est pourquoi déjà la Russie a choisi en premier lieu justement la Biélorussie pour essayer de négocier avec l'Ukraine? Déjà, si on veut décrypter le signal, il est connu que la Biélorussie, Minsk, en plus d'avoir abrité les principaux accords qui étaient en vigueur sur le Donbass, c'est-à-dire les accords de Minsk 1 et 2, est l'allié le plus fort de Moscou dans la région. Et le signal qui est envoyé à Kiev, à mon avis, qui actuellement résiste de façon âpre mais difficile pour la défense de la ville, le signal c'est que il est probable qu'il y ait l'ouverture, on va dire, d'un nouveau front par le nord, c'est-à-dire à travers une incursion éventuellement biélorusse, parce qu'il y a eu des manœuvres stratégiques qui ont été opérées entre l'armée russe et l'armée biélorusse. Il y a eu la volonté affichée aussi de l'armée biélorusse d'intégrer le commandement dans un commandement uni entre la Russie et la Biélorussie. Et je rappellerai aussi que récemment,
Minsk a été aussi l'objet d'âpres attaques dans ce qu'on peut appeler une tentative de renversement du régime Loukachenko, qui a fortement déplu à Moscou. Il y a aussi le lien avec le Kazakhstan qui a un peu subi la même tentative il y a quelques mois. Et l'idée justement d'unir les pays eurasiatiques, Moscou et Minsk en tête, et de forcer Kiev à abandonner ses velléités à intégrer l'OTAN et à faire s'élargir la sphère d'influence occidentale dans la région. Après, il y a aussi le fait qu'il y a des médiations qui sont proposées par tout le monde, notamment par certaines capitales occidentales, et que, à mon avis, Moscou veut rester elle-même dans l'initiative. C'est-à-dire que la Russie a pris l'initiative militaire après avoir, on va dire, subi pendant quelques années, était dans une position de défense, et là, elle ne veut pas lâcher l'initiative, y compris sur le terrain des pourparlers diplomatiques. Eh bien, Sofiane, restez avec nous. Nous reviendrons vers vous dans quelques instants. Nous allons à présent parler des pertes et du bilan en général dans ces opérations. Donc, au 4e jour de l'opération militaire russe en Ukraine, le bilan humain et matériel s'alourdit. Les informations fusent à ce sujet. Notre journaliste Souhila Akilel a justement tenté de les regrouper pour nous. Au 4e jour de l'offensive russe en Ukraine, la bataille pour le contrôle de la capitale Kiev se poursuit alors que le couvre-feu est toujours en vigueur. Tandis que de violents combats de Russes sont en cours, la Russie annonce le contrôle de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine. De violents combats ont également lieu dans plusieurs autres villes du pays. Au cours des dernières 24 heures, les villes de Kherson et Berdyansk ont été complètement bloquées par les forces armées de la Fédération de Russie. La ville de Genichek et l'aérodrome de Tchernobaïvka près de Kherson ont également été pris sous contrôle. Au cours de l'opération militaire spéciale, des militaires ukrainiens continuent de déposer les armes en masse, refusant de poursuivre les hostilités. Hier, dans la région de Kharkiv, le 302e régiment de missiles antiaériens des forces armées ukrainiennes a volontairement déposé les armes et s'est rendu. Dans un communiqué, le ministère de la Défense russe a annoncé avoir lancé de nouvelles frappes avec des armes de précision à longue portée depuis les airs et la mer et la destruction de 975 installations militaires ukrainiennes depuis le début des opérations. De son côté, le chef d'état-major ukrainien a confirmé la mort de plus de 3000 soldats russes et la capture de plus de 200 autres. Toujours selon le chef d'état-major ukrainien, des dizaines d'avions, d'hélicoptères et de chars russes ont été détruits. Les forces armées ukrainiennes ont déclaré que les forces russes se concentraient sur les régions de Polésie et de Seversky afin d'assiéger Kiev. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination de l'aide humanitaire a publié un communiqué sur la situation des civils en Ukraine. Le communiqué indique que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a signalé la mort de 64 civils et la blessure de 176 autres depuis le début de l'offensive. Le même communiqué a souligné que le nombre réel de victimes pourrait s'alourdir tout en mettant en garde contre la possibilité d'une augmentation des pertes en vie parmi les civils dans les prochains jours. Et la population ukrainienne continue de quitter le pays. Selon les gardes-frontières polonais, près de 200 000 personnes venant d'Ukraine sont entrées en Pologne depuis le début jeudi de l'offensive russe. Le Haut Commissariat aux Nations Unies a indiqué de son côté que plus de 300 000 réfugiés avaient fui les combats en Ukraine pour les pays voisins. Amitota. Tous les chemins mènent aux frontières. Pour des milliers d'Ukrainiens, quitter le pays est plus qu'une nécessité après l'intensification du conflit. Vers la Pologne, la Slovaquie ou encore la Moldavie et la Roumanie, le nombre de réfugiés ukrainiens a dépassé les 368 000 d'après l'Organisation des Nations Unies et les pays d'accueil. Selon les gardes-côtes polonais, plus de 156 000 personnes venant d'Ukraine sont entrées en Pologne depuis jeudi passé, où les autorités ont aménagé des sites d'accueil. Dans le sud du pays, aux frontières avec la Roumanie, 47 000 Ukrainiens au total sont entrés en Roumanie depuis 5 jours. Parmi eux, 22 000 ont déjà quitté le pays, selon le gouvernement roumain. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés précise que le nombre va continuer d'augmenter et pourrait atteindre la barre des 4 millions de déplacés. Aux postes frontières des pays d'accueil, comme dans les centres d'hébergement, les ONG et les associations s'activent pour venir en aide aux arrivants à travers des aides alimentaires, de transport et l'hébergement.
En quelques heures, leur quotidien a chaviré et leur destination a changé vers d'autres lieux plus sûrs. Beaucoup ont laissé des membres de leur famille rester dans un pays en conflit. Alors, je reviens vers vous, Sofiane Baroudi. À voir l'évolution de la situation, peut-on parler d'une crise humanitaire dans la région? Malheureusement, mon cher Léa, on est déjà dans une crise humanitaire de grande intensité dans la région. C'est-à-dire qu'en plus des réfugiés ukrainiens qui se dirigent vers l'ouest, c'est-à-dire vers la Pologne ou la Roumanie ou en général vers l'Union européenne, il y a aussi beaucoup de réfugiés du Donbass qui se sont dirigés vers la Russie après l'ouverture de corridors humanitaires et l'évacuation des populations du Donbass en prévision d'une attaque ukrainienne. Ça a commencé déjà il y a plus d'une semaine. Des deux côtés, il y a déjà des centaines de milliers de réfugiés qui sont en train de quitter les zones de combat intensifs. Et sur ce point-là, particulièrement, les deux camps aussi s'accusent d'empêcher des civils de quitter des villes. Par exemple, certaines sources dans la région de Mariupol, qui est une ville portuaire, une clé de contrôle de la mer d'Azov. Cette ville de Mariupol, on parle du fait que les forces ukrainiennes sur place ont empêché des civils qui voulaient quitter les zones de combat d'aller à l'extérieur justement de ces zones de haut risque. Et pour aller aussi dans le sens et lié à l'aspect de l'implication aussi de la Biélorussie et des pays limitrophes, je rappellerai qu'il y a quelques mois, il y avait aussi une grande crise de réfugiés à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, c'est-à-dire à la frontière entre le bloc eurasiatique et l'Union européenne. Et cette grande crise, il y avait notamment des réfugiés qui viennent d'autres théâtres de guerre, principalement la Syrie et l'Irak, où il y a plus de, il y a des millions de réfugiés, je crois qu'ils sont 10 millions au total. Et ces réfugiés-là ont été empêchés d'entrer dans l'Union européenne. Ça a créé une grande crise d'ailleurs. Et ces réfugiés sont concentrés en Turquie. D'ailleurs, la Turquie, un grand acteur dans la région qui peut jouer un rôle important, y compris dans la résolution de la crise, et qui a décidé, même si elle est membre de l'OTAN, de ne pas fermer les détroits hyper stratégiques des Dardanelles et du Bosphore aux forces russes. Ces détroits sont très importants pour la bataille en mer Noire déjà, mais aussi pour l'accès en Méditerranée. Et on va dire que la crise des réfugiés qui était déjà très intense au Moyen-Orient, en Turquie, en Méditerranée orientale, par exemple Chypre ou la Grèce qui reçoivent continuellement des vagues de réfugiés, notamment depuis le nord de la Syrie et la Turquie, risque malheureusement de s'intensifier et que cette crise humanitaire a besoin, à mon avis, de réponses appropriées. Mais malheureusement, pour l'instant, on se dirige vers une intensification du conflit. Et très bien. On voit pas très clair. Merci. Merci beaucoup, Sofiane Baroudi, pour toutes ces explications. Merci. Direction l'Allemagne. Le chancelier Olaf Scholz se dit ouvert à des discussions avec la Russie malgré l'opération en Ukraine, tout en agitant la menace de nouvelles sanctions occidentales contre Moscou. Nous ne refuserons pas de discuter avec la Russie, même dans cette situation extrême. Il est du devoir de la diplomatie de maintenir ouverts les canaux de discussion. Toute autre attitude est à mes yeux irresponsable. Et ce conflit russo-ukrainien n'est pas que sur le terrain, il est aussi sur vos écrans. L'information, un enjeu stratégique pendant les guerres et l'offensive russe en Ukraine n'est pas en reste. Depuis la recrudescence du bras de fer jusqu'à l'opération militaire russe et la défense acharnée de l'armée ukrainienne, la guerre médiatique et de l'information est déjà sur le front. Les médias mainstream usent de tous les moyens pour discréditer la Russie. La propagande et contre-propagande fait déjà rage. Tinine Al-Makassi. La guerre de l'information est au cœur du conflit militaire qui oppose la Russie et l'Ukraine. Les médias mainstream s'accommodent de l'information, allant jusqu'à lui donner les dimensions qui servent les intérêts des grandes puissances, grandement impliquées dans ce conflit à l'est de l'Europe. En effet, les principaux médias en main de firmes occidentales suivent de près le dossier ukrainien, avec une sympathie affichée vis-à-vis du régime de Kiev. Exemple édifiant quand CNN suit le président ukrainien sur le front pour lui permettre de lancer des appels d'aide à l'OTAN, soutien financier, militaire ou encore humanitaire. Cela dit, la guerre de l'information et médiatique a commencé bien avant le début de l'offensive russe en Ukraine. Pour rappel, l'affaire Dewi et RT.
C'est le Washington Post, célèbre quotidien américain, hissé au rang de presse de référence depuis son enquête dans le cadre de l'affaire du Watergate en pleine guerre froide, à être le premier à préparer l'opinion occidentale à l'idée d'une invasion russe en Ukraine. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à publier des chiffres morbides sur d'éventuelles pertes humaines en cas de conflit armé entre les deux pays. Rappelons de près l'histoire de Timișoara en Roumanie, imputée à l'ancien président Nicolae Ceausescu en décembre 1989. En plus des médias traditionnels qui s'affrontent sur le terrain de la propagande, il y a aussi les réseaux sociaux, devenus en l'espace de 48 heures une véritable machine de matraquage et de diabolisation envers la Russie. Et en parlant de médias, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, affirme que l'Union européenne va interdire les médias russes RT et Sputnik au sein de l'Union européenne. Une nouvelle session du Conseil de sécurité de l'ONU est prévue ce soir à partir de 20h afin d'adopter une résolution réclamant une saisine de l'Assemblée générale des Nations unies, et ce pour l'organisation lundi prochain d'une session spéciale sur l'offensive russe en Ukraine. L'objectif de cette session spéciale sera de faire prendre position aux 193 membres de l'ONU sur le conflit et sur la violation de la Charte des Nations unies. SWIFT, cet acronyme qui est revenu souvent ces dernières heures désignant un réseau de messagerie interbancaire, a fait irruption dans la crise ukrainienne. Débrancher la Russie de SWIFT, une sanction occidentale face à l'offensive russe en Ukraine. Mais comment cela fonctionne-t-il au juste? Quelles seront les conséquences sur l'économie russe? Peut Paris risquer ou pas pour les pays occidentaux? Élément de réponse avec Naïla Hamoud. Développé dans les années 70, SWIFT est un système de messagerie sécurisé. Le réseau de transfert d'informations financières le plus utilisé au monde permet à des banques d'échanger de manière sécurisée les informations entre elles. Aujourd'hui, 99% des banques dans le monde utilisent SWIFT. Cette coopérative, qui regroupe plus de 11 000 établissements bancaires dans 200 pays, joue un rôle considérable dans les rouages de la finance internationale. En 2021, le réseau a transmis environ 10,6 milliards d'ordres de paiement à travers le monde. C'est un système qui a été créé par les Américains pour permettre les échanges internationaux. Et c'est d'ailleurs à travers cette institution-là que Transparency International contrôle ce qu'on appelle les pots de vin ou les passe-droits, je dirais, à travers des commissions dans le monde. Donc c'est ce système SWIFT-là qui permet, je dirais, le transfert des capitaux. La déconnexion des banques russes de SWIFT compliquera la vie de ces banques dans non seulement leurs échanges avec les banques européennes et américaines, mais également en interne. C'est un embargo dur pour la Russie. Ce système-là, il ne peut pas permettre aux Russes, par exemple, si par exemple un pays achète du pétrole d'Italie de la Russie ou du gaz, donc il ne peut pas transférer de l'argent. Donc le système bancaire international là, qui se trouve au BRI, donc il ne peut pas fonctionner, donc il ne peut pas transférer, et donc la Russie va être bloquée sur le plan économique international. Mais quel impact cette sanction aura-t-elle sur l'économie russe et sur l'économie mondiale? Est-on en train de vulgariser le Bitcoin? Une situation très délicate parce que il y aura un conflit, parce que même on va pousser la Russie à utiliser d'autres méthodes plus dures, et même ils peuvent même aller jusqu'à utiliser de l'arme nucléaire pour sauver leur peuple. Je pense que les Américains essaient de faire pression sur les Russes, mais cette pression-là, je dirais, beaucoup plus pour ramener la Russie à utiliser ou à rentrer dans le club des bitcoins. Fermer la porte de SWIFT aux banques russes est une arme à double tranchant. Désastreuse pour l'économie russe, cette décision pourrait aussi se retourner contre les Occidentaux, alors que les marchés financiers s'affolent depuis l'offensive. La décision de débrancher SWIFT ne revient qu'à la société elle-même. Pour y parvenir, les pays occidentaux devront d'abord convaincre au moins 13 des 25 membres du conseil d'administration de SWIFT de prendre une telle décision. Et le Japon qui annonce qu'il se joindra aux pays occidentaux pour exclure certaines banques russes de la plateforme SWIFT, selon le Premier ministre japonais Fumio Kishida.
Toujours au sujet des sanctions économiques, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, annonce de nouvelles sanctions contre la Russie. Toutes ces mesures affaibliront de manière significative la capacité de Poutine de financer son offensive, a-t-elle déclaré. Je vous propose de l'écouter. Nous travaillerons pour interdire aux oligarques russes d'utiliser leurs actifs financiers sur nos marchés. Toutes ces mesures affaibliront de manière significative la capacité de Poutine de financer son offensive. Elles dégraderont petit à petit son économie. Et en parlant d'économie, le conflit russo-ukrainien entraîne un véritable chamboulement, une forte hausse dans les prix mondiaux des céréales. Les cours du blé ont atteint des sommets jamais enregistrés depuis plus de 9 ans. Cette situation place la Russie dans une bonne posture pour rester une puissance exportatrice de blé au monde. Les détails avec Mohamed Ali Ben Chaban. Les conséquences économiques du conflit russo-ukrainien ne concernent pas seulement les secteurs stratégiques, car la dimension agroalimentaire est entrée en jeu. Les cours du blé ont atteint un pic à 340 € la tonne. Les contrats à terme sur le blé du mois de mai ont bondi de 5,7% à environ 9,34 $ le boisseau, le prix le plus élevé depuis juillet dernier. Aujourd'hui, le blé russe représente environ 85 millions de tonnes par an, soit entre 10 et 12% de la production mondiale. Moscou exporte une tonne sur 2 récoltées, l'équivalent de 40 millions de tonnes de blé exportées par an, environ 23% du total mondial. Le premier acheteur de blé russe reste l'Égypte avec 14 millions de tonnes de blé par an. Mais beaucoup de céréales vont aussi en Turquie, entre 6 et 8 millions de tonnes chaque année. En 2021, l'Algérie a importé environ 10% du blé d'origine russe. Moscou essaye d'élargir son marché là où la croissance démographique et les évolutions des régimes alimentaires entraînent une augmentation des besoins. L'Ukraine a toujours été un grenier de l'Europe. Le blé, le maïs et le tournesol sont des ressources importantes pour l'économie de ce pays. Kiev produit environ 32 millions de tonnes par an, soit 4% de la production mondiale. L'exportation représente 12% du total mondial. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine oppose le premier et le 5e exportateur de blé mondial, pesant environ 30% des ventes dans le marché international. Voilà ce que l'on pouvait dire au 4e jour de l'offensive russe en Ukraine. Dans le reste de l'actualité dans le monde, le peuple sahraoui poursuit sa lutte pour l'indépendance et continue de recueillir davantage de soutien et d'appui autour de sa cause juste. Il célèbre d'ailleurs aujourd'hui le 46e anniversaire de la création de la République arabe sahraoui démocratique, avec autant de détermination et de résolution à aller jusqu'au bout de son objectif, celui de son indépendance. Direction le Mali, les autorités ont annoncé la libération de 17 militaires et un civil enlevés par des groupes armés. Certains d'entre eux étaient prisonniers de leur geôlier depuis 2019. L'identité des otages et les conditions dans lesquelles ils ont été libérés n'ont pas été donné. Le négociateur en chef iranien Ali Bagheri, de retour à Vienne pour poursuivre les négociations avec les grandes puissances sur le dossier nucléaire d'Iran. Ces derniers jours, des négociateurs ont fait état d'avancées dans le pourparlers de Vienne visant à sauver l'accord nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran, les États-Unis, la Chine, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne. Après un mois d'accalmie pendant les Jeux olympiques de Pékin et au moment où l'attention internationale est focalisée sur l'Ukraine, la Corée du Nord a tiré ce dimanche un missile balistique, le 8e cette année. L'armée sud-coréenne qui a indiqué dans un communiqué avoir détecté un missile balistique lancé en direction de la mer de l'Est. Sport, football, à quelques jours du match barrage qualificatif pour la Coupe du Monde au Qatar de l'équipe nationale algérienne face au Cameroun. Le sélectionneur algérien Djamel Belmadi a tenu une conférence de presse ce matin. Djamel Belmadi qui en a profité pour faire le bilan sur la participation de l'équipe algérienne à la CAN 2021. Faisal Salah.
Tout échec est un pas vers le succès. Un mois après la Coupe d'Afrique des Nations, le premier responsable de l'équipe nationale d'Algérie, Djemal Belmadi, a fait son bilan. L'attente était certes longue, mais il a tenu à dévoiler les raisons de l'élimination précoce en conférence de presse. Lors de la 33e édition, la pandémie Covid-19 s'est invitée. Il était pas moins de 23 joueurs à être touchés. Le capitaine Riyad Mahrez à leur tête, mais aussi Youssef Belaïli, Ismaël Benasser ou encore Ramiz El-Rouqi. Nous avons eu 5 joueurs, seulement 5 joueurs qui n'ont pas eu le Covid. Donc 23 qui l'ont eu. Donc je vais sortir des exemples, ceux-là qu'on a vu le plus. Serge Romano qui n'a pas rejoint, puisque aussi la moitié du staff technique, dont moi-même, vous êtes bien renseigné. Sur une pelouse impraticable, catastrophique dira le sélectionneur national Djemal Belmadi, on ne pouvait espérer mieux. On est traumatisé par la pelouse, nous. Le côté catastrophique de cette pelouse. Ça, il n'y a pas de... Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, elle était catastrophique, t'as ça. L'analyse des matchs a été faite séparément. Face à la Sierra Leone, l'Algérie partait avec une longueur d'avance. Surpris par le résultat final, les joueurs étaient dans tous leurs états à la fin de la rencontre. Face à la Guinée, le but encaissé sur balle arrêtée n'était égard à la faute du défenseur. Mais un arbitre hispanophone a plus été l'avantage des Guinéens que des Algériens. Une équipe hispanophone, parce que c'est hispanophone, avec un arbitre hispanophone qui, au bout de 8 minutes de jeu, je crois, 2 cartons jaunes, beaucoup de pression, agression de nos joueurs, agression de moi-même. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il s'exprimait, il voulait te manger. Face à la Côte d'Ivoire, l'Algérie a perdu espoir après le but de Franck Kessié. On fait, je vous dis, jusqu'au premier but qui vient nous couper les jambes. Les statistiques de l'équipe nationale algérienne étaient à la hauteur des espérances, sauf que l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Bardet Bounja étant en manque flagrant de réalisme devant les bois, Belmadi l'avoue. Il y a le travail qu'on fait avec lui, mais il y a surtout les attentes. À un moment donné, on est obligé, on a besoin de mettre des buts au fond. Le dossier André Delors n'a rien de personnel selon Belmadi. Le match face au Cameroun, Djemal Belmadi pourrait réaliser un rêve d'enfant, celui d'être en Coupe du Monde, et qui puisait à la tête de la sélection algérienne. Celle de 86, j'avais 10 ans. Pour moi, la Coupe du Monde, c'est ça, c'est Diego Maradona, c'est tout ça. Bien sûr qu'il y a eu celle d'avant, les Pelé, tout ça. Mais moi, c'est celle-là le début de l'envie de faire ce métier. J'ai voulu faire ce métier pour faire une Coupe du Monde. J'ai pas voulu faire ce métier pour jouer contre des matchs de championnat. On va devoir faire le très gros match, peut-être un des matchs que l'équipe nationale d'Algérie n'a peut-être jamais fait. En Guinée, les Verts préparant leur match barrage. Dans le fameux Japoma Stadium, les Algériens auront une occasion de s'affirmer et tracer leur chemin pour le Qatar. Et donc, je vous rappelle cette information qui nous est parvenue du ministère algérien des Affaires étrangères. Un ressortissant algérien est décédé hier dans la ville de Kharkiv, en Ukraine. Le ministère des Affaires étrangères qui annonce préparer d'éventuels rapatriements des ressortissants algériens installés en Ukraine. Voilà, c'est la fin de ce journal consacré dans sa majorité à l'évolution de la situation en Ukraine. Tout de suite, ne manquez pas la météo présentée par Malamzine Zitouni. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.